Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Recueillement à Néngoné, 8 ans après le drame qui a frappé l'île. Une marche et dépôt de gerbes de fleurs au district de Guama en guise de commémoration. 4 jeunes avaient été tués lors des affrontements entre deux clans. Le père Roch Apikawa, appelé en tant que médiateur à cette époque, revient sur son rôle lors de ce drame. 5 mois après le passage du cyclone Oma, les travaux se poursuivent chez les sinistrés. À Ouégoua, nous avions suivi l'un d'entre eux, Arthur. Vous verrez comment il s'en est sorti. Il s'appelle Christian Millette, il fait partie de la troupe Danse avec les stars, présente le 17 août à la Reine du Sud. Ce soir, vous découvrirez une partie douloureuse de son histoire. Néngoné commémore les affrontements du 6 août 2011. Aujourd'hui, à travers une marche et un dépôt de gerbes, le clan Guama et La Roche ont marqué cet événement dramatique. Il y a 8 ans, de vives tensions persistent entre le clan de Guama et celui de La Roche. En cause, le prix des billets d'Ercal, mais sur fond de conflits fonciers. Une situation qui bascule dramatiquement le 6 août 2014. 4 hommes tués par balle et 23 blessés. Néngoné est en deuil et une tension très lourde continue de régner sur l'île. C'est dans ce contexte douloureux qu'interviennent le pasteur Philippe Kapoa et le père Roch Apikawa. Ils ont alors la difficile mission de renouer le fil du dialogue entre les opposants. 8 ans après, le père Roch Apikawa en parle. Il est au micro d'Audrey Poidi. Père Apikawa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Audrey. Alors aujourd'hui, l'île de Néngoné a commémoré les événements du 6 août 2011. Vous y êtes intervenu en tant que religieux pour jouer le rôle de médiateur dans un climat extrêmement tendu à cette époque. Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit à ce moment-là? L'état d'esprit était de l'humilité, mais aussi de la confiance. Ce travail a été fait avec les églises, des représentants de l'église évangélique, qui est aujourd'hui l'église Kanaki en Nouvelle-Calédonie, et l'église libre. Et nous étions aussi accompagnés d'une dame, Madame Wapucho. Donc on a formé une équipe de médiation à la demande du gouvernement et du Haut-Saria pour aider les Mariens à retrouver le chemin du dialogue. Je vois que la vie a repris son cours, il reste la mémoire, mais la vie a repris son cours particulièrement. C'était ça l'objectif des instances du pays, c'est que la vie ordinaire reprenne. Nos églises ont accepté de faire rendre ce service, de rétablir le dialogue, parce que c'est important que le dialogue ne soit pas rompu, même en plein conflit. Et on l'a rendu ce service avec un leitmotiv, en tout cas qui était le mien. Les gens sont en mesure de se créer des conflits. Ils ont aussi la capacité de trouver des solutions à ces conflits. Alors du coup, est-ce que vous avez un souvenir ou un moment en particulier qui vous a marqué lors de ce conflit? Ce dont j'ai souvenir, je suis allé du côté de Penelo pour accompagner la famille qui était en deuil. Et là, à la fois, j'ai constaté la douleur de perdre quelqu'un, mais surtout de perdre quelqu'un dans cette situation qui aurait pu être traitée différemment. Mais c'est ce qu'on se dit toujours après les conflits. Sur le moment même, les uns et les autres, on est pris par des considérations dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Les conflits, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser seuls les gens dans les conflits. Et si l'Église a une mission, une de ses missions, c'est justement d'accompagner les gens dans ces moments-là, qui ne sont pas toujours très agréables, puisqu'on les accompagne aussi dans d'autres moments agréables. Il faut être là aussi à leur côté, aux côtés des gens. Alors du coup, vous avez à plusieurs reprises été appelé sur des conflits ou des situations pour jouer le rôle de médiateur. La religion est souvent appelée. Comment on peut expliquer à chaque fois cet appel à la religion? Une des explications, c'est qu'une grande partie
de la population qui est en Nouvelle-Calédonie, au moins dans la population kanak, elle est profondément chrétienne. Et une des grâces, encore une fois, dont nous bénéficions, c'est que l'Évangile hier a trouvé une assise dans la coutume, et inversement, parce que c'est jamais un one-way traffic. C'est la coutume accueille l'Évangile et l'Évangile l'enrichit. Et les hommes et les femmes qui nous ont rejoints petit à petit au cours de l'histoire sont entrés dans cet état de fait. Ils ont aussi apporté leur richesse. Et l'Évangile n'est pas quelque chose de particulier. Dans l'Évangile, il y a l'humanité dans ce qu'il doit être de meilleur. Ce sera ma dernière question. Vous le savez, on traverse une période politique instable où il y a des messages haineux qui peuvent apparaître. Voilà. Est-ce que vous, personnellement, comment vous voyez la suite? Et si vous aviez, par exemple, un message à faire passer, quel serait-il? Alors mon message, il est celui-ci. Je veux l'adresser aux institutions, mais particulièrement à tout ce qui est éducatif dans ce pays, l'école en général. C'est que ça fasse partie des programmes scolaires de former d'autres médiateurs, former des jeunes gens, des jeunes filles à la médiation, et ça peut commencer très tôt dans la cour de l'école. Que l'éducation nationale, l'éducation privée comprennent en charge cela, parce que c'est une nécessité, non seulement dans la vie de tous les jours, mais particulièrement en Nouvelle-Calédonie, telles que les choses se présentent à moi. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais les choses vont quelque peu se compliquer, et là il y aura besoin de tous et de chacun dans la médiation. Karapikawa, merci. Merci infiniment. Voilà, une interview que vous pourrez retrouver demain dans son intégralité sur notre site caledonia.nc. 5 mois après le cyclone Oma, le Secours catholique continue d'aider les sinistrés. Rappelez-vous, il y a 5 mois, nous avons rencontré Arthur à la tribu de Waon à Wegwa. Le cyclone Oma avait arraché la toiture de sa maison et provoqué des dégâts à l'intérieur. Tout de suite après, un mouvement de solidarité de sa famille et de ses amis a été rapidement déclenché. Notre journaliste le retrouve cette fois-ci avec le Secours catholique, Natacha Ogui. 20 fibrociments, 3 bois baquelisés, accompagnés de nourriture. Ces marchandises en fait plus. À ce moment précis du déchargement, le visage d'Arthur dégage de l'émotion, de la joie, le soulagement de savoir qu'il pourra désormais retrouver sa maison comme auparavant. Grâce à l'élan de solidarité qui s'est installé peu de temps après le passage du cyclone Oma, Dominique a pu de nouveau retrouver cette petite famille de la chaîne pour qui il a eu un petit coup de cœur. On essaie de choisir un petit peu les familles, les personnes isolées, sans ressources, et on les aide de cette façon, par exemple, en emmenant le matériel pour qu'ils puissent retaper leur maison. Donc là, on est ici à Waon. C'est très loin du village de Wegwa, mais on a aussi cette devise d'aller vers ceux qui sont loin de tout. Et puis les planches... Oui, c'est pour les fenêtres et les portes. J'ai imaginé comment. Oui. Ça, il doit y avoir 2 salles ici, c'est-à-dire qu'il y a 2 portes. 2 portes, ouais. Après, j'ai dit, je vais prendre quand même le 3e, au cas où. Merci. Mais j'ai dit, sûr, il y a 2 portes. Motivé et encouragé, Arthur a aussitôt attaqué le chantier d'intérieur de sa maison. La grande pièce qu'a entraîné les rafales d'Oma laisse place à 2 chambres et un salon. Une aide considérable pour cette famille sans emploi. C'est des matériels qui sont chers, puis ils sont meilleurs aussi. Puis voilà, venu de la main de Secours catholique, voilà, je les remercie beaucoup. Ça m'encourage à continuer à construire petit à petit la maison.
Cette solidarité aura créé un lien fort entre Dominique et la petite famille Mouya Ouma. Peut-être Oma a soufflé la maison, mais Oma nous a permis de se connaître, de se rencontrer, de tisser des liens. Merci beaucoup. Le courant est bien passé. C'était la passion à lui de venir jusqu'à nous pour nous dire d'être courageux, de toujours tenir le moral. Dominique, c'est un mec qui est bien aussi. Ça a été des bonnes paroles dans des moments difficiles comme ça. Arthur a tenu à faire part de sa reconnaissance au Secours catholique et à Dominique. Puis mon message, c'est qu'ils continuent à voir des familles qui sont comme moi. Comme je ne suis pas tout seul comme ça. Qu'ils continuent parce que ça nous donne beaucoup de courage. Et ça donne beaucoup d'espoir aux gens aussi. Les conseils d'air coutumières tirent la sonnette d'alarme et interpellent le gouvernement. Cet après-midi, les présidents des 8 aires se sont réunis au siège de l'Air Kanatou en signe de solidarité. En plus de voir leur dotation annuelle régresser depuis 4 ans, les aires coutumières contestent le gel de presque 40% de leur budget par le gouvernement. Selon l'Air Kanatou, ce gel des crédits l'oblige à annuler des événements et projets liés à la prévention de la délinquance. Écoutez le président de l'Air Kanatou, Roger Thévedin, puis le président de l'Air Païti au micro de Maxime Bauden. Nous interpellons le président du gouvernement pour qu'il puisse pencher sur le dégel de 40% que c'est gelé. Donc c'est pour qu'on puisse amener nos projets à terme. Et on est bloqué par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça fait durant les 4 dernières années, on voit nos budgets se diminuer de petit à petit. Non, c'est ce qu'a indiqué le président de l'ARQ. Au vu de ces éléments dont il vient de faire mentionner, c'est le versement d'une partie de budget de nos institutions coutumières. Donc aujourd'hui, la plupart des conseils coutumiers sont pris à la gorge. Ils ne peuvent plus avancer dans leurs projets qu'ils mettent en place depuis l'an. Donc on peut supposer qu'il y a un problème budgétaire. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent nous donner ces fonds-là qui nous reviennent au droit. Ces budgets-là, le Congrès l'a voté. Et aujourd'hui, c'est un problème, je ne sais pas, au niveau du gouvernement, c'est pour ça que nous interpellons, puisque l'exécution du budget, il nous semble, c'est le gouvernement aujourd'hui, il y a une problématique. C'est vraiment sur 2 actes majeurs. Dans l'immédiat, le dégel de 40%, et à plus, on ne va pas dire long terme, mais à court, moyen terme, c'est que 2020 ne se retrouve plus dans cette situation. Qu'on nous reconnaisse enfin comme des institutions à part entière, comme c'est stipulé dans l'article 2 de l'accord de Nouméa. C'est le grand jour pour la compagnie Air Calin. Le tout premier Airbus A330 Neo, baptisé Canumera, touche enfin la piste d'atterrissage de Tantouta. L'équipage à bord venu d'Osaka a reçu un accueil très chaleureux ce midi devant plus de 200 invités. Le Canumera est le tout premier d'une flotte de 4 nouveaux avions de la compagnie Air Calin. Un nouvel achat qui ne devrait pas augmenter les tarifs actuels. Écoutez Didier Tapero, directeur général de la compagnie, au micro de Nisrina Méry. Ces avions consommeront à peu près 15% de carburant en moins et donc au global, c'est quelque chose qui améliore l'économie de l'entreprise. Et chaque fois que l'économie de l'entreprise est améliorée, que ce soit par le carburant, par la maintenance, par l'amélioration des coefficients d'occupation ou de l'utilisation de la flotte, ça a forcément un impact sur les tarifs aériens. Il n'est pas prévu de changement de grille tarifaire qui n'a pas évolué depuis 7 ans, je le rappelle. La dernière grille tarifaire, c'est 2012. Au contraire, chaque fois que nous pouvons, nous détendons les tarifs, nous faisons un nombre de promotions important. Le but, c'est d'arriver à baisser nos prix. Et les avions sont un élément qui y concourt. Le tout premier vol commercial du A330 Neo est prévu dans la nuit du 9 au 10 août prochain.
Suite de votre feuilleton ce soir consacré cette semaine à la troupe de danse Danse avec les stars. 8 danseurs hors pair qui donneront un show unique le samedi 17 août à la Réunion du Sud, à Païta. Des artistes connus dans leur milieu, mais nous avons voulu en savoir plus. Vous verrez que pour certains, la danse a été un exutoire. C'est le cas de Christian Millette, un sujet d'Océane Dacunha. Tango, Véronique Dicker et son partenaire Christian Millette. Christian Millette est né à Montréal. Il commence la danse à 2 ans et fait sa première compétition à 4 ans seulement, encouragé par ses parents, tous les deux danseurs. Il devient rapidement une figure iconique de Danse avec les stars. Sur le dance floor de l'émission, Christian était au bras de Laurie, Valérie Damido ou encore Lio. Le moment fort de l'émission, pendant la saison 8, il se dévoile sur Fix You, un morceau du groupe Coldplay. When you get what you want, but not what you need, could it be worse? En effet, Christian était harcelé au collège, une période difficile pour le jeune homme introverti qu'il était. Voici une belle façon de prendre sa revanche. Il écrivait sur Twitter: pour tous ces jeunes en galère, tenez bon, un jour la vie vous sourira. Et la vie lui sourit, en tout cas il sourit à la vie sur Twitter. Tantôt casse-cou, tantôt aventurier, le danseur proche de la nature ne manque pas de nous en mettre plein les yeux. Mais rassurez-vous, sous son sourire, Christian a gardé son âme d'enfant et le cœur tendre. Voilà, demain, vous découvrirez le portrait de Yann Alric Mortreuil et vous verrez qu'il a dû surmonter son handicap pour exercer sa passion. Alors, on arrive au terme de cette édition. Avant de vous quitter, ce jeu Calédonia a tenté de remporter 2 entrées pour la 42e foire de Bourail qui se déroulera du 16 au 18 août. Il y a 20 entrées à gagner, 2 entrées par gagnant. Tirage au sort mercredi 14 août à 10h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.